Social m'est supportable, c'est parce que je peux m'indigner. Je pense que si je m'indignais plus, j'en crèverais souvent. Voilà. En général, ce qu'on appelle adaptation dans le langage courant, c'est une soumission. Ah, ça tu l'as dit. Bien sûr. Hein, ce n'est qu'une soumission, et le monsieur qui est bien adapté, c'est qu'il est parfaitement soumis à son environnement social. Se rendre conforme à ce que la société attend de moi. Ça, c'est l'élément, ça, qui est ça. C'est l'élément qui est ça. C'est une soumission, c'est pas une adaptation. Quand on prend un rat et qu'on le met dans une cage à 2 compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermittemment, et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Allez, viens, Thérèse, viens. René! Ce qui est facile pour un rat en cage est beaucoup plus difficile pour un homme en société. Dans cette seconde situation, la porte de communication entre les 2 compartiments est fermée. Le rat ne peut pas fuir. Il va donc être soumis à la punition à laquelle il ne peut pas échapper. Cette punition va provoquer chez lui un comportement d'inhibition. Il apprend que toute action est inefficace, qu'il ne peut ni fuir ni lutter. Il s'inhibe. Et cette inhibition, qui s'accompagne d'ailleurs chez l'homme de ce qu'on appelle l'angoisse, s'accompagne aussi dans son organisme de perturbations biologiques extrêmement profondes. Tu sais bien que si un microbe passe dans les environs, s'il emporte même sur lui-même, alors que normalement, il aurait pu les faire disparaître, là, ne le pouvant pas, il fera une infection. S'il a une cellule cancéreuse qu'il aurait détruite, il va faire une évolution cancéreuse. Et puis ces troubles biologiques aboutissent à tout ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou psychosomatiques, les ulcères de l'estomac, les hypertensions artérielles. Ils aboutissent à l'insomnie, à la fatigue, au mal-être. Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Or, chez l'homme,
Les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier dont la tête ne lui revient pas, il ne peut pas lui casser la figure parce qu'on lui enverrait les agents. Et puis il faut bien qu'il y ait un chef. Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'ils se succèdent, il est en inhibition de l'action. L'homme a plusieurs façons de lutter contre cette inhibition de l'action. Il peut le faire par l'agressivité. L'agressivité n'est jamais gratuite. Elle est toujours en réponse à une inhibition de l'action. Non, je bougerai pas. Ainsi, répétons-le, cette situation dans laquelle un individu peut se trouver d'inhibition dans son action, si elle se prolonge, commande à toute la pathologie. Les perturbations biologiques qui l'accompagnent vont déchaîner aussi bien l'apparition de maladies infectieuses que tous les comportements de ce qu'on appelle les maladies mentales. Quand son agressivité ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera, c'est-à-dire qu'il dirigera son agressivité sur son estomac, où il fera un trou, un ulcère de l'estomac. Sur son cœur et ses vaisseaux, il fera une hypertension artérielle, quelquefois même des lésions aiguës qui aboutissent aux maladies cardiaques brutales, les infarctus, des hémorragies cérébrales, ou des urticaires, ou des crises d'asthme. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider. Milieu, quand votre cerveau ne pouvez pas agir de telle façon que vous ne pouvez pas vous faire plaisir, ou que vous ne pouvez pas fuir, ou que vous ne pouvez pas lutter pour vous débarrasser de l'ennui qui se présente à vous, de l'événement qui survient, eh bien, ce système nerveux, ces voies cérébrales qui aboutissent, qui vous empêchent d'agir, sans ça vous fuiriez, ces voies qui vous empêchent d'agir provoquent un remue-ménage des glandes endocrines, en particulier l'hypophyse de la surrénale, et la surrénale va libérer une hormone que vous connaissez d'ailleurs, qui est la cortisone. La cortisone va détruire votre système immunitaire, et là je passe quelques perturbations, enfin bon, c'est l'essentiel quand même. Vous faites des hypertensions, hémorragie cérébrale, infarctus, etc. J'en passe, la cortisone fait des trous dans l'estomac, l'ulcère de l'estomac, bon, j'en passe, et c'est le résultat du non-contrôle par votre organisme, par votre action, de l'autre, du milieu dans lequel vous êtes. Névrose, les états névrotiques, toutes les formes de névrose, ça vient justement de la possibilité d'agir. Alors, il y a un grand psychiatre français qui, au siècle dernier, qui s'appelait Pierre Janet, disait « Le névrosé est un monsieur qui n'a pas d'imagination. » C'est vrai. Ça les aime bien. Il se laisse prendre dans un système manichéen, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est laid, tu feras ça, tu seras récompensé, tu seras ça, tu seras puni, sans imaginer qu'il peut peut-être trouver un moyen de s'en sortir en ne faisant aucune, ni ce qui est mal, ni ce qui est bien, mais autre chose. Bon. C'est pas commode, parce que c'est du quotidien, c'est tous les jours qu'il faut repenser son existence, en prévoyant les conséquences que l'acte va pouvoir provoquer. Mais, alors, j'ai presque terminé, moi, sur ce sujet, être sur le bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, vous voyez, c'est au fond maintenir un équilibre biologique par la possibilité d'action. Comme la plupart des êtres vivants, le pigeon associe rapidement le bouton sur lequel il appuie et la récompense. Mais lorsque c'est une minuterie qui fait tomber automatiquement une graine toutes les 20 secondes, le pigeon s'interroge. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Si au moment où la graine est tombée, il battait des ailes, il va continuer à battre des ailes, convaincu que son action a une influence déterminante sur ce qui lui arrive. On appelle ça la superstition du pigeon. On est en train de transformer
l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Qu'on a du bon... Mais non, l'argent n'apporte pas le bonheur, il apporte, bien sûr, j'en ai manqué et c'est pas pratique, c'est vraiment pas confortable. Quand on n'a pas d'argent, c'est vraiment pas confortable. Et ça, je l'ai vécu. Donc, il a fallu avoir les moyens et les ressources. Mais quand on fait le bilan de ce besoin réel, se nourrir, se vêtir, s'abriter et se soigner, ben voilà les quatre éléments indispensables. Au-delà de ça, je ne prêche pas le ric-rac, serrons la ceinture, pas du tout. Je suis tout à fait dans le fait qu'il y ait une espèce de légèreté aussi à se faire plaisir, mais évidemment dans une forme de modération. J'ai jamais compris pourquoi on donne une valeur pareille à un caillou luisant comme le diamant. Ça m'a ahuri. Je veux dire, en quoi est-ce que ce caillou a une telle valeur? C'est quand même, pour moi, c'est de la folie, quoi. C'est complètement de la folie. Ça n'a pour moi aucune valeur. C'est un caillou luisant que la nature a fait, c'est un miracle de la nature, point final, c'est tout. Mais ensuite, tout ce qu'on spécule sur l'art, sur le tableau, sur les machins et les trucs, moi j'avoue que je ne rentre absolument pas là-dedans. La modération comme fondement social. Comme fondement social, et là les multinationales et compagnies, ils ont du souci à se faire, parce qu'en fait, on est tous dans cette contradiction. Je ne suis pas d'accord avec la dictature des gagneurs d'argent. Je ne suis pas du tout d'accord, sauf que je les nourris chaque jour. Chaque jour, je prends ma voiture, je leur donne des sous. Donc, quand je vais à la pompe, je donne des sous à je ne sais pas qui, à Esso, à je ne sais pas, à je ne sais quel truc. On est donc dans ces contradictions-là. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est comment réduire ces contradictions, parce qu'on ne pourra pas les éliminer. Il faudra bien qu'on circule, etc. Et en plus, je n'ai rien contre la technologie en soi, si elle correspond véritablement à une amélioration réelle de la condition humaine. Mais à partir du moment où la technologie devient encore objet de profit, de malhonnêteté, d'accaparement, de dictature, à ce moment-là, elle sert finalement des pulsions négatives de l'être humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que la question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils, de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. Voilà. Toute la problématique est là. Et ça ne pourra pas passer en dehors de l'option radicale et fondamentale de la modération. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont malheureux comme tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, alors on peut gagner de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut éclater. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. Et la joie de vivre n'est pas à la portée de l'argent, pas du tout. Et cette joie de vivre, je vais en Afrique, les gens, certaines personnes se disent, est-ce que demain on aura à bouffer? Ils sont heureux quand même. Et je viens dans l'abondance, dans la surabondance. Et qu'est-ce qu'on fait? La consommation d'anxiolytiques qui n'arrête pas de monter.
Donc il y a quand même à réfléchir, mais qu'est-ce que vivre? On est sur cette planète pour être heureux, on n'est pas pour cette planète pour en baver, et comme dans un pénitencier, je veux dire, c'est l'horreur absolue. Et cette question-là, tant qu'on n'aura pas pris le temps vraiment profond de répondre à cette question, on continuera à être dans cette espèce de misère intérieure qui est de plus en plus difficile et qui amène les gens jusqu'à trouver que la mort c'est plus facile que la vie. Et qui se donnent la mort parce qu'ils estiment que c'est plus facile de mourir que de vivre. Oh, morning sun, come our way. This is the song of the day. On the beach, a bunch of bananas. Oh, you look just like your mother. Okay, sleep in the afternoon. It's not the song of the afternoon. This is the song of the day. On nous vend des cigarettes. Seulement, il faut pas les fumer parce que c'est pas très bon. On nous vend de l'alcool, il faut pas le boire parce que faut faire attention avec modération parce que c'est pas très bon pour la santé. On nous vend du beurre, mais il faut pas le manger parce que c'est du cholestérol. On nous vend du sel, mais il faut pas le prendre parce que ça fait de la tension. On nous vend des voitures qui roulent à 250 km/h. C'est énorme, mais on est limité à 130. Même si la voiture, pour la vendre, on nous dit qu'elle monte à plus de 100 km/h en moins de 2 secondes. On nous vend également qu'il faut payer des impôts. Sauf que ceux qui disent qu'il faut payer des impôts, eux, ils sont exonérés dans des paradis fiscaux. On nous vend plein de trucs. On nous vend le composter son propre billet dans le train. Il faut s'auto-composter. Si on ne se contrôle pas soi-même dans le train, il faut se dénoncer au contrôleur qui lui nous met un PV. Le stade suivant, c'est qu'on se mettra nous-mêmes, le PV. Et on nous vend bien sûr qu'il faut aller voter. Très important d'aller voter pour élire son propre bourreau. Très important. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper pour le bureau de vote, c'est très simple. D'un côté, il y a l'urne, de l'autre côté, il y a l'isoloir. Urne, isoloir, ça fait urinoir quand on fait la compilation. Et c'est vrai que quand on vote, on a un petit peu l'impression de pisser dans un violon.